Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Frank Anderson et je suis très heureuse de pouvoir échanger avec lui au sujet de son parcours, de son travail, toutes ces années à étudier le traumatisme ainsi que son nouveau livre intitulé To Be Loved. Bonjour Franck, merci d'être là avec nous. Bonjour, je suis ravie d'être là, vraiment. Merci de m'avoir invité. Vous êtes psychiatre, vous vous êtes formé à l'IFS, ce qui a été très transformateur pour vous. L'IFS, c'est-à-dire Système familial intérieur, et vous venez de publier un nouveau livre, To Be Loved. Mais pendant toutes ces années, vous avez été un des premiers, avec Bessel van der Kolk, qui nous a tous réunis ici, un des premiers à parler des traumatismes, de leur importance et de leur impact sur nos vies. Alors, comment avez-vous vu cela évoluer? En quoi cela a-t-il été aussi important pour votre vie et aussi dans la vie de vos patients ou clients? Oui, c'était chouette d'entendre Bessel donner sa conférence ce matin. Il a très bien décrit où nous étions et où nous allons, c'est-à-dire où nous étions, où nous sommes et où nous allons, n'est-ce pas? Et je suis avec lui depuis 1992, donc ça fait longtemps. Et à l'époque, c'était très primitif, très basique. Même les modèles n'existaient pas à ce moment-là. J'ai été une des premières personnes à être formée à l'EMDR. Bessel a rencontré Francine Shapiro et, comme il l'a toujours fait, a contribué à faire connaître ces modèles pour nous. Donc j'ai été formée à l'EMDR, j'étais une des premières personnes à le faire et ensuite il a rencontré Pat Ogden et il a intégré la psychothérapie sensorimotrice et ensuite il a intégré Peter Levine dans le monde du traumatisme, tous ces créateurs de modèles. J'étais présent au congrès de Bessel la toute première fois où Stephen Porges a fait une conférence pour notre groupe. Donc ça a été magnifique de faire partie de cette évolution et tous ces créateurs de modèles ont fait des choses merveilleuses pour faire évoluer notre discipline. Donc je me sens très privilégiée d'avoir pu observer cela et le voir évoluer au fil des années. Et vous savez, pour l'IFS, je me souviens que c'était en 2004, je crois, que j'ai rencontré Dick Schwartz. Il était au congrès de Bessel et je me suis dit, tiens, je vais aller suivre cet atelier. C'était la première fois que je le rencontrais. Moi, je donnais un atelier sur la psychopharmacologie et le traumatisme et Dick Schwartz a introduit l'IFS en 2004. Donc, ça a été super de vraiment voir toute cette évolution. Et maintenant, vous savez, la prochaine grande tendance, c'est clairement les psychédéliques. Tout le monde parle des psychédéliques, n'est-ce pas? Tout le monde en parle. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre à ce sujet et ils vont nous apporter beaucoup pour notre discipline. Donc, c'est intéressant de faire partie de cette évolution. Et ma passion, et ça a probablement contribué à mon cheminement dans mes livres, n'est-ce pas? C'est l'intégration. Je considère que l'intégration est cruciale. J'ai l'impression que tous ces modèles ont été créés, ce qui a été génial, et j'ai l'impression qu'il nous faut les assembler pour avancer désormais. Donc voilà, c'est là-dessus que je me concentre. Et l'autre chose, c'est comment amener ces informations au grand public, parce que il y a trop de traumatisme et il n'y a pas assez de thérapeutes, à mes yeux. Donc c'est là-dessus que je me concentre. Comment pouvons-nous communiquer cela aux gens? Il y a toutes sortes de gens qui font des choses extrêmement créatives, qui intègrent ces visions au sport ou au système scolaire ou à la danse. J'ai travaillé avec une danseuse professionnelle pour intégrer le mouvement pour les traumatismes dans la danse. Alors la question, c'est comment on peut sortir des confins de la psychothérapie. Et c'est une des raisons pour lesquelles mon troisième livre, c'est vraiment un livre qui s'adresse au grand public. C'est clair que les thérapeutes peuvent le lire et en apprendre davantage sur leur propre vécu ou en apprendre davantage sur ce que leurs patients traversent peut-être en lisant mon récit de mon propre traumatisme, mais la direction est clairement de m'adresser aux gens en général, de faire passer le message au monde. Et est-ce que nous pourrions parler de ces trois livres et de comment ils s'articulent ensemble? Parce que c'est nous, Quantum Way, qui allons les traduire, les trois, n'est-ce pas? Pas tous en même temps, ils seront publiés l'un après l'autre. Alors, quelle a été l'évolution qui vous a fait passer du premier livre au troisième livre? C'est intéressant et je vais parler du quatrième livre parce que je viens d'avoir un téléphone où on m'a dit «
OK, alors c'est quoi le suivant, Franck? Et j'ai répondu: «Publions déjà celui-ci avant de parler du prochain». Mais en effet, j'ai le sentiment que c'est une évolution naturelle, c'est vrai, parce que le premier livre, donc c'est Manuel de formation pour les compétences en IFS, et ce premier livre est vraiment comme un mode d'emploi. Il explique pas à pas comment pratiquer l'IFS, n'est-ce pas? Et j'ai coécrit ce livre avec Martha Sweezy et aussi avec Dick Schwartz. Donc ça a été, on pourrait dire, un des premiers livres proposés aux thérapeutes, à part les formations en IFS, qui leur donnaient un mode d'emploi pour utiliser le système familial intérieur. Et ce livre a eu un énorme succès. Il a été traduit dans beaucoup de langues dans le monde entier. Les gens attendaient désespérément ces informations. Donc ça a été vraiment magnifique de pouvoir publier le manuel, la base. Donc ce livre ne s'adresse pas que aux thérapeutes en IFS. Non, il y a beaucoup de patients qui achètent le livre. Il y a des exercices dans ce livre qui présentent les étapes pour faire certaines choses, comment faire connaissance avec une partie qui est un protecteur, par exemple, comment accéder à l'énergie du self, et aussi d'autres choses dont parle l'IFS. Donc ce livre est pour les patients et pour les thérapeutes, n'est-ce pas? Il nous permet d'en savoir plus au sujet du modèle. Voilà, donc ça, c'était une bonne base. Et ensuite, pour moi, le deuxième livre, intitulé Transcender le traumatisme, constitue vraiment le travail de ma vie sur le plan professionnel. C'est-à-dire que je donne des ateliers en neurosciences, des ateliers sur l'IFS et le traumatisme depuis de nombreuses années. Et en ce qui me concerne, je suis particulièrement fière de ce livre-là parce que c'était comme de me dire: «OK, Franck, mets tout ton savoir à un seul endroit». Donc c'est un livre qui intègre véritablement les neurosciences, le SSPT complexe, les traumatismes relationnels, car c'est à cela que sont confrontés la plupart des thérapeutes dans leur cabinet, n'est-ce pas? Et aussi l'aspect neurosciences. Donc ça a été vraiment un livre très important à écrire pour moi. J'avais l'idée que, OK, monde, voici le savoir que j'ai pu accumuler au fil des années. Donc ça a été vraiment un livre essentiel à écrire pour moi. La façon, par exemple, dont j'ai élargi le modèle de l'IFS, j'ai des perspectives différentes sur l'IFS, j'utilise les fondamentaux et ensuite j'ai élargi cela en particulier pour les cas de traumatisme. Et je ne crois pas qu'il existe un autre livre consacré à l'IFS et au traumatisme. Ce livre est le livre sur l'IFS et le trauma qui intègre les neurosciences. Donc j'ai été très heureux d'écrire ce livre et j'en suis très fière. Après le livre permettant d'apprendre le modèle, ce livre parle du modèle en lien avec le traumatisme, en particulier les traumatismes relationnels. Donc ça, c'était très agréable. Et juste après ça, j'entends: «Franck, écris tes mémoires». «Pardon? Écris tes mémoires». Je me suis dit: «Oh là là, sérieusement?» Et pourtant, ça avait du sens. Après avoir publié mon travail comme je l'avais fait, c'était comme: «Raconte ton histoire. Raconte ton histoire». Et dans tous les ateliers que je donne, je dis que j'ai un passé traumatique. Je pense que c'est vraiment important de briser ce fossé. Je suis l'expert, toi tu es traumatisé. Non, 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 non. Je pourrais faire un coming out forcé à tous les experts du traumatisme en disant: vous ne travailleriez même pas dans ce domaine si vous n'aviez pas un lien personnel avec le sujet, n'est-ce pas? Donc pourquoi faire semblant? Alors dans ce livre, je révèle énormément de choses. Et d'ailleurs, je n'aurais pas pu l'écrire si je n'avais pas fait d'abord beaucoup de guérison, parce que je parle de toutes les façons dont on m'a fait du mal et de toutes les façons dont moi j'ai fait du mal, n'est-ce pas? J'ai trouvé très important de dire: non seulement je suis un expert, mais j'ai aussi un passé traumatique. Non seulement je suis une victime, mais je suis aussi un agresseur, parce que tout le monde est toutes ces choses. Et ça, c'était un message important dans ce livre-là, dans ces mémoires. Et l'autre chose que je dirais au sujet de ce livre, c'est que l'idée du pardon après la guérison, c'était quelque chose dont je ne connaissais même pas l'existence jusqu'à écrire ce livre et traverser ce que j'appellerais une guérison au-delà de la guérison dans ma relation à mon père. Donc j'ai appris une toute nouvelle dimension de la guérison des traumatismes. Je considère maintenant que le pardon se passe après la guérison des traumatismes. Donc il y a beaucoup d'enseignements à travers les histoires vécues dans ce troisième livre. Et l'une des choses qui me touche le plus, c'est quand les gens le lisent et disent:
oh là là, ça me parle. Oh là là, moi aussi j'ai eu une relation comme celle-là. Oh là là, moi aussi j'ai fait des choses comme ça. Et ça réjouit vraiment mon âme quand j'entends que mon histoire parle aux gens, parce que ces histoires sont uniques à certains égards, mais sont aussi des thèmes universels autour de être maltraité, être blessé, être seul, être humilié, être maltraitant, n'est-ce pas? Un chemin de guérison. Donc ce sont des thèmes universels et c'est ce que j'aime plus que tout, la façon dont jusqu'ici mon histoire a pu impacter les gens. Vous savez, j'ai interviewé Peter Levine sur son dernier livre, aussi une autobiographie, des mémoires, hein. Oui, et il disait que le fait d'écrire ce livre l'avait obligé à aller voir certains traumatismes dont il n'était même pas conscient. Alors, comment était ce livre pour vous? Est-ce que vous avez le sentiment que vous aviez fait la majorité du travail de guérison avant, ou est-ce que c'est en écrivant le livre que j'avais cru avoir terminé le travail de guérison avant? Parce que, je veux dire, je suis en thérapie depuis 33 ans. 33 ans, c'est un long moment, non? Et je ne recommande pas à tout le monde de faire de la thérapie pendant 33 ans, c'est pas ça que je dis. Mais j'avais guéri beaucoup de choses. Donc oui, cela est partiellement vrai. Je n'aurais pas pu écrire ce livre si je n'avais pas guéri, franchement. Parce que pour parler de toutes ces choses qui sont tellement vulnérables, on doit se sentir à l'aise avec. Donc oui, j'ai fait beaucoup de travail de guérison avant. Mais il y a eu deux éléments qui m'ont beaucoup surpris dans ce cheminement de guérison. Le premier, ça a été aimer quelqu'un qui nous a fait du mal. Je ne pensais même pas que c'était possible. Vraiment pardonner à quelqu'un et vraiment aimer une personne même si elle nous a fait du mal. Ça a été une surprise pour moi. Vous parlez de votre père, hein? Oui, de mon père. Je ne pensais pas que ce serait possible. Et ça a été le résultat du processus d'écriture, un niveau différent de guérison à travers l'écriture. Et je donne maintenant des formations qui s'appellent Écrire pour guérir, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un niveau d'accès différent quand on écrit par rapport à quand on parle ou quand on fait du travail corporel d'ailleurs. L'autre élément dont je n'ai parlé à personne jusqu'ici, c'est que j'avais toujours soupçonné que j'avais été agressée sexuellement, mais je n'avais aucun souvenir. Donc, je n'avais pas voulu m'en inventer parce que jamais je ne ferais ça. Et j'ai compris à travers l'écriture d'où venait mon expérience, mon vécu d'intrusion sexuelle dans ma vie. Parce que j'ai été surexposée à certaines choses quand j'étais enfant. Et c'est ça qui a créé une expérience de violation sexuelle pour moi. Et je me suis dit, oh là là, je suis en thérapie depuis des éternités à chercher les souvenirs, mais à travers ce processus consistant à écrire mes mémoires, j'ai compris que, oh là là, c'est de là que ça vient. Et ça a été une surprise pour moi, avoir cette clarté sur ce que représentait toute cette histoire de violation ou trahison sexuelle. Et ça m'a permis de guérir beaucoup de choses. Vous savez, j'ai écrit ce livre pour qu'il parle aux autres et je n'aurais pas cru qu'il me permettrait à moi de guérir encore plus. Au sujet de la guérison, justement, comment est-ce que vous définiriez ce mot healing en anglais? Il est assez difficile à traduire en français, mais il serait intéressant de savoir ce que vous voulez dire quand vous parlez de guérir ou faire un travail de guérison ou j'ai guéri ceci. Oui, c'est une excellente question et c'est quelque chose qui n'arrête pas de changer pour moi. Il y a peut-être 5 ans, je pensais que la guérison permanente était possible, alors que maintenant, je n'ai plus cette croyance-là. Il y a toujours de nouvelles couches de choses qui apparaissent. Je ne pense pas que quelque chose puisse disparaître complètement. Je crois qu'on continue à apprendre, grandir, évoluer, mais maintenant, quand je pense guérison, je pense libération et transformation. Ce sont les deux mots qui me viennent à l'esprit. Libérer l'énergie traumatique, libérer, lâcher les choses que nous portons et qui sont le résultat des expériences de notre vie qui ont été accablantes. Donc, je pense que dans la guérison, il y a une composante de libération et aussi de transformation. Et c'est une transformation qui va me permettre de revenir à qui j'étais avant le traumatisme. Donc, on libère ce qu'on porte
découverte et la transformation dans mon expérience et aussi dans l'expérience vécue par mes patients, ça ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais à devenir qui on était avant le traumatisme qui nous a changés. Donc, c'est quelque chose qui nous ramène à notre moi authentique, qui nous ramène à notre vérité et notre raison d'être alignée. Voilà ce que je considère être la guérison. Et ce n'est jamais fini. Il y a 2 semaines de cela, je me retrouve avec un sentiment d'aversion envers ma mère qui trouve très difficile la publication de ce livre, ce que je comprends, mais cela me permet de guérir davantage ma relation à elle, qui est très liée à mon traumatisme, étant donné qu'elle était plutôt passive, alors que mon papa était plus dans la maltraitance active. Donc je continue à guérir par rapport à elle au moment même où nous échangeons, alors que le livre est déjà écrit, mais je continue à guérir. Je ne crois pas que cela puisse se terminer un jour. Vous avez mentionné le pardon après la guérison. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que le pardon? Ça aussi, c'est un mot intéressant. C'est un mot qui fait énormément réagir les gens, qui est très activant. Quand je poste quelque chose sur les réseaux sociaux au sujet du pardon, ce sont ces posts-là qui ont le plus de commentaires, toujours. Je ne veux pas pardonner, vous me poussez à pardonner. Vous savez, blah. Et je réponds à ça, non, 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 je ne pousse personne à pardonner. Et on ne parle même pas de pardon en psychothérapie. On n'enseigne rien à ce sujet en psychothérapie. Donc le pardon, c'est un peu à l'extérieur de la psychothérapie, en tout cas dans ce qu'on m'a appris. Et je considère, en raison de mon expérience, la mienne et aussi celle d'autres personnes, que après la libération et la transformation, une fois qu'on a lâché ce qu'on portait et qui était le résultat de ce qui nous était arrivé, alors on a, à mon avis, un choix au sujet de comment on veut continuer à vivre la relation avec la personne qui nous a fait du mal. Donc pour moi, le pardon est une question relationnelle qui est séparée de ce que je porte en raison de ce qui m'est arrivé. Certaines personnes choisissent de le faire, d'autres non. Certaines personnes n'ont même pas l'occasion de le faire si la personne meurt, par exemple. Donc je ne considère pas que le pardon soit obligatoire. Je pense que c'est une couche supplémentaire de liberté. Voilà comment je considère le pardon, parce que, à mon grand étonnement, le pardon ne concerne pas la personne à qui on pardonne, car pardonner, c'est nous lâcher ce que nous portons en lien avec la personne qui nous a fait du mal. Donc, le pardon, pour moi, a représenté la liberté, a représenté l'élévation. Le pardon a été l'acceptation, a été englober la complexité. Le pardon, c'est voir l'humanité de la personne qui nous a fait du mal. Donc, il y a beaucoup de dimensions dans le pardon. Et d'ailleurs, j'enseigne à ce sujet. Et il y a aussi l'aspect de l'amour. Jamais je n'oublierai le sentiment que j'ai éprouvé quand j'ai organisé l'enterrement de mon père par amour. C'était un tel sentiment d'expansion, un tel sentiment de récupération de mon pouvoir. Je me disais, tu aimes quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est-à-dire, tu es libre sur le plan ultime. Je veux dire, quelle liberté plus grande peut-on vivre que de véritablement ne plus être impacté, ne plus avoir de rancœur, de ressentiment, de colère, mais d'aimer en dépit de ce qu'il m'avait fait. Et ça m'a fait vraiment récupérer énormément de pouvoir. Tout le monde ne veut pas forcément ça, tout le monde n'y arrive pas forcément, et c'est OK. Ce sont simplement des options que moi-même j'ai apprises grâce à ma propre expérience. Et ensuite, j'ai commencé à lire tout ce que je trouvais sur le pardon, par exemple Desmond Tutu, Jack Cornfield, toutes ces personnes qui parlent de pardon, Rick Hanson, et j'ai commencé vraiment à être curieux au sujet du pardon après l'avoir moi-même vécu. Je voulais en apprendre davantage à son sujet. Et maintenant, j'aime bien donner des ateliers là-dessus parce que ça bouscule les gens et ça remet en question la conception habituelle de ce qu'on fait en psychothérapie, et ça ne me dérange pas. On est là pour ça, élargir notre apprentissage et notre savoir, faire évoluer notre discipline. Donc vous comprenez les gens qui disent « je ne peux pas pardonner ». Oui, dans ce cas, ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé. C'est tout à fait OK. On n'est pas obligé. Non, si on ne veut pas, on ne doit pas. C'est ça le contraire du traumatisme. Et
Peut-être que ce que vous dites, c'est que c'est quelque chose qui est comme venu à vous grâce à la guérison et parce que vous avez senti cette liberté, cet amour. Ce n'est pas vous qui l'avez décidé, qui avez décidé de pardonner. Le pardon est venu à vous. Alors que si on décide de pardonner, peut-être que ce n'est pas un vrai pardon. C'est ça. Et il y a beaucoup de pardons forcés, ce qui revient à contourner la guérison. Pardonne et oublie, tourne la page. Mais ça marche pas, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de cultures qui poussent au pardon, beaucoup d'organisations religieuses qui poussent au pardon. C'est un contournement quand ce n'est pas authentique, dans mon expérience. Et oui, les gens ne sont pas obligés de pardonner s'ils ne veulent pas pardonner, c'est OK. Je veux dire, le trauma est ce qui nous force à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Alors, on ne va pas forcer quelqu'un à pardonner parce que ça reviendrait à perpétuer le traumatisme, non? Vous disiez que, je me souviens maintenant de la question que je voulais vous poser, vous disiez que guérir, c'est redevenir la personne qu'on était avant. Oui, avant le traumatisme. Alors, qu'en est-il des personnes qui ont l'impression d'avoir toujours porté le traumatisme, de porter le traumatisme de leurs parents, de leurs grands-parents, le traumatisme transgénérationnel, le traumatisme culturel? Qu'en est-il dans ces cas-là? Comment guérir de ça quand il n'y a pas d'avant? En tout cas, dans notre vie consciente. Si il y a un avant, ici à nouveau, je suis désolée, mais oui, on peut aussi se remettre d'un traumatisme transgénérationnel. Ça fait partie de la beauté de la guérison. Il y a des traumatismes culturels, transgénérationnels, et d'ailleurs, moi personnellement, je parle même de vie antérieure, d'accord? J'ai fait des guérisons de vie antérieure, de choses dont j'étais porteur et que j'avais amenées dans cette vie-ci. Tout le monde n'a pas forcément ce système de croyance-là, ce n'est pas grave, mais j'ai la conviction que tout peut être guéri, tout peut être libéré. Nous ne sommes pas obligés de porter ces choses-là, on peut les libérer et j'en suis l'exemple vivant. Est-ce que ma guérison est terminée? Clairement non. Est-ce que je vais toujours libérer des choses? Oui. Est-ce qu'on atteint le stade où on est pleinement guéri? Je ne le crois pas, je n'y crois pas simplement. Je pense que peut-être qu'on arrive à ça quand on fait sa transition, qu'on quitte cette vie humaine pour entrer dans ce qu'il y a au-delà. Peut-être que c'est là qu'on peut vivre ça, mais pas ici, dans la forme humaine, à ma connaissance. Vous savez, je ne sais pas, mais même le Dalai Lama n'est pas pleinement guéri. Je ne crois pas que quiconque le soit. Je ne crois même pas que ce soit notre objectif. Nous continuons à évoluer sur le plan de l'âme. Voilà mon ressenti. Donc c'est un chemin, mais qui est toujours plus léger. Oui, plus facile, plus rapide et plus léger. C'est ce que je ressens quand les choses apparaissent maintenant. Oui, elles viennent, mais elles ne restent pas aussi longtemps, elles ne sont pas aussi intenses, elles ne m'engloutissent pas et je peux passer à la suite et les dépasser plus rapidement. Nous sommes en train de, on a déjà parlé de la traduction des livres, mais nous sommes en train de créer un cours en ligne avec vous. Nous espérons pouvoir l'enregistrer cet été ou avant la fin de l'année. Et il y a beaucoup de sujets que nous pourrions aborder. En vous écoutant, je me disais, ah, on pourrait parler de ça et de ça et de ça. Et l'idée, c'est que, comme c'est assez difficile d'accéder aux formations en IFS, on va parler d'IFS, mais vous avez aussi dit que l'IFS était un outil finalement, un modèle que nous pouvons utiliser dans nos séances de thérapie en tant que thérapeute, mais ce n'est pas l'entier de ce que nous proposons. Nous devons avoir une certaine diversité dans nos interventions. Voilà. Donc, je suis ravie que nous allions bientôt pouvoir créer un cours ensemble au sujet de l'IFS, mais pas seulement. Oui, c'est ça. Et j'aime bien l'idée que les thérapeutes aient un modèle de base, un modèle principal. Et pour moi, ce modèle principal est lié à qui nous sommes, à ce qui nous convient. Et ensuite, on peut élargir à partir de là, parce que tous nos patients n'ont pas forcément besoin de la même chose. Et même un patient n'a pas forcément besoin de toujours la même chose pendant tout son chemin de guérison. Donc, il nous faut une certaine diversité et il nous faut être éclectique. J'aime beaucoup ce qu'a dit Bessel. Il a dit, on ne construit pas une maison uniquement avec un marteau. Quelle belle analogie. On a besoin de beaucoup d'outils différents pour construire une maison. Donc, j'en suis convaincue. Et j'adore le modèle de l'IFS parce que pour moi, c'est le modèle le plus complet et exhaustif et différentes personnes ont besoin de différentes choses à des moments différents. Donc, il y aura les bases de l'IFS, mais on parlera aussi de traumatisme, de chemin de guérison
et peut-être, je ne sais pas, de pardon. Oui, oui, c'est ça. Et ça fera un cours en ligne complet. Eh bien, merci beaucoup, Franck, d'avoir parlé avec autant de vulnérabilité et d'authenticité. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à notre public francophone, qu'il soit en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Afrique ou dans d'autres endroits du monde? Qu'est-ce que vous aimeriez exprimer pour conclure cette conversation? Eh bien, ce que j'aimerais dire, je voyage actuellement dans le monde entier. Ça fait partie de ce que la vie m'a amené à faire et je suis vraiment convaincue qu'il y a 2 choses qui sont universelles partout où je vais. Premièrement, le traumatisme et deuxièmement, la résilience de l'essence humaine. C'est ce que je constate et observe partout, peu importe où, Cambodge, Chine, France, ça n'a pas d'importance. États-Unis, tout le monde vit des traumatismes et tout le monde a cette résilience en soi pour les dépasser. Donc c'est ça le message que j'aimerais laisser aux gens. Merci beaucoup, j'aime bien ce message. Oui, oui, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait à Quantum Way. Oui, bien sûr, n'est-ce pas? Et nous devons tous le faire ensemble. Personne ne peut le faire tout seul. Super, merci, merci à vous.